Je suis très ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition du magazine Archiculture. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à ce rendez-vous de l'architecture, de l'urbanisme, de la transformation et du développement urbain. Il vous est déjà peut-être arrivé de venir en retard au travail ou bien de manquer un rendez-vous important à cause de la circulation routière, notamment à cause des embouteillages. Aujourd'hui, dans la première partie de ce numéro, nous allons explorer avec des experts les causes de la congestion routière de la ville de Niamey, voir aussi les conséquences que cela peut engendrer sur le plan socio-économique et surtout sur le plan environnemental. Nous allons aussi discuter avec ces acteurs des solutions à proposer pour fluidifier davantage la circulation de la ville de Niamey. C'est dans le reportage qui va suivre. A tout de suite. Une situation qui ne cesse de prendre de l'ampleur, la congestion routière de la ville de Niamey entrave la mobilité de personnes et de biens, surtout à certaines heures dites de pointe. Motos, taxis, camions et véhicules des particuliers, les grandes artères de la ville sont envahies, rendant la circulation difficile pour les usagers. La croissance démographique, l'urbanisation rapide, l'insuffisance d'infrastructures routières, de nombreuses causes expliquent ce phénomène qu'on observe dans la ville de Niamey. Les causes sont de prime abord urbanistiques, vu que la trame viaire, c'est-à-dire que tout schéma de voirie est prévu dans les planifications urbaines, notamment dans les schémas directeurs. Donc, une fois que cette planification a été faite, il faut un suivi lors de l'exécution de tout ce qui est infrastructure routière et de tout ce qui accompagne ces infrastructures, notamment les ouvrages de franchissement, si c'est les caniveaux, les panneaux de signalisation, tout cela concourt à un bon usage des infrastructures routières. Pour la ville de Niamey, les causes sont multiples. Il y a les causes structurelles et il y a les causes conjoncturelles. Les causes structurelles sont dues à la structure même physique de la ville, à l'insuffisance des infrastructures routières qui sont adaptées à la circulation, la localisation, parce que la ville de Niamey, c'est une zone qui a un poumon économique qui est constitué un centre géographique aussi de la ville. Donc on a des zones résidentielles qui sont à la périphérie. Donc aux heures de pointe du matin et du soir, on a une convergence de la population vers les centres. Et donc ça fait partie des facteurs structurels de la conjonction. Les facteurs conjoncturels, c'est les heures de circulation, c'est les pratiques aussi de mobilité souvent et puis les problèmes liés à la signalisation routière. D'autres causes évoquées, l'absence d'un véritable système de transport en commun structuré, ce qui enclenche chez une grande partie de la population la nécessité de disposer de son propre moyen de transport. Aussi, les questions de normes des routes actuelles et les problèmes d'occupation du domaine public ne facilitent rien. Aujourd'hui, la ville de Niamey a atteint un niveau où toute personne, tout usager, ayant les moyens, s'achète un véhicule, alors que le transport en commun va contribuer énormément sur l'aspect coût et sur l'aspect aussi décongestion du trafic. Cette question de congestion, je pense qu'elle est due au fait que nos routes ne sont pas intelligentes. C'est-à-dire une route qui accommode distinctement les engins à 4 roues, les engins à 2 roues et les piétons. En fait, tout le monde est sur la route, donc il va falloir clarifier les usages. Il ne faudrait pas également écarter le comportement des usagers, parce que souvent les usagers ont des comportements, les usagers n'observent pas les règles du code de la route. Tous ces facteurs-là peuvent aggraver la congestion, sans oublier l'occupation par exemple du domaine public. Le fait que normalement il faut aménager des voies piétonnes, des voies cyclables, les voies pour les véhicules. Et étant donné que les voies qui sont prévues pour la circulation piétonne sont occupées par des kiosques,
sont occupés par d'autres activités, souvent les gens ont tendance à marcher sur les voies réservées aux véhicules, ce qui fait qu'il y a un conflit. Et il ne faut pas oublier aussi les vendeurs à la sauvette, ceux qui tirent les charrettes, ceux qui ont les pousse-pousse, notamment aux alentours des centres commerciaux. Et toute cette confusion-là concourt à la congestion urbaine. Loin d'un simple blocage, la congestion routière dans une ville comme Niamey entraîne de nombreuses conséquences. Perte de temps et de productivité à cause des retards, hausse de la consommation de carburant, impatience et accidents de circulation et le plus important, la hausse de la pollution. Ce problème impacte la vie socio-économique et environnementale de la ville. En dehors de ces deux facteurs-là, les conséquences sociales et économiques, il y a aussi les conséquences environnementales. Sociales, il y a l'impact que ça a sur la mobilité de la population, le respect des délais de déplacement. Et l'impact économique, les embouteillages créent une surconsommation de carburant. Ça consomme aussi du temps des gens. Il y a l'impact économique naturellement avec les moteurs qui tournent. Il y a un dégagement de CO2 beaucoup plus important. Si le constat est alarmant, de nombreuses solutions existent. La première chose, c'est de consolider et puis améliorer les acquis qu'on a, notamment rendre opérationnelle et optimale la société de transport urbain de la ville de Niamey, la Sotrini. Augmenter ses capacités à desservir l'ensemble de la ville de Niamey. En premier plan, on peut s'attaquer d'abord sur cet aspect. La mise en place de ce qu'on appelle une AOT, une autorité organisatrice de transport, qui peut être rattachée à la ville de Niamey. Et ce que moi je propose en tant qu'architecte, c'est de rendre carrément certaines routes piétonnières. Les alentours des marchés, par exemple le grand marché, moi je pense qu'il serait utile de les rendre carrément piétonnières, n'est-ce pas? Et fournir aussi des trottoirs, parce que vous savez, la circulation ici au niveau de Niamey, surtout au centre-ville, la grande partie des usagers, ce sont des piétons. Mais malheureusement, ces piétons qui constituent la grande masse n'ont pas, en tout cas, ils n'ont pas de place, ils n'ont pas de route, ils n'ont pas de trottoir. Donc il faut pourvoir des trottoirs qui sont bien éclairés, des trottoirs bien ombragés, avec des dispositifs où on peut écrire des messages. L'aménagement de ce qu'on appelle les rues parallèles. Quand vous prenez par exemple la rue qui quitte Kwartegui pour venir en centre-ville en passant par l'échangeur, si on aménage d'autres voies, comme une voie qui quitte Pharmacie Gorwal, qui traverse une voie parallèle, si on aménage cette voie-là, par exemple, ça va créer ce qu'on appelle un report de trafic. Deuxième élément, il y a la signalisation routière. Donc aux heures de pointe, on peut avoir des voies à sens unique. En limitant les trafics de l'autre sens, ça va faciliter la circulation de la population, par exemple. Une anecdote, dans un pays occidental, ils étaient confrontés à un problème de déplacement de la population aux heures de pointe du matin. Les capacités des infrastructures routières et mobilières ne répondaient pas aux besoins de la population. Donc ils avaient décalé de 15 minutes, si ma mémoire est bonne, la rentrée des classes des universités et le problème d'embouteillage a été résolu de façon simple. La congestion routière à Niamey est un défi majeur. La situation doit être prise en charge avant que le problème ne devienne encore plus critique. Avec une planification urbaine réfléchie, un engagement politique fort et la participation active de toutes les parties prenantes, circuler à Niamey deviendra plus facile à tout usager. Dans la deuxième partie de ce numéro, chers téléspectateurs, nous allons à la découverte du concept de l'architecture inclusive. Nous allons voir comment ce concept est intégré dans la conception des bâtiments au Niger et surtout comment ce concept facilite l'accessibilité des bâtiments aux personnes vulnérables ou encore aux personnes à mobilité réduite. Nous sommes allés à la rencontre du président de l'Ordre des architectes du Niger qui nous explique très précisément ce concept. A tout de suite. Le concept de l'architecture inclusive est un concept assez nouveau qui est développé par certains mouvements sociaux, principalement handicap international, qui consiste à faire en sorte que les édifices publics, comme non publics, soient accessibles à toutes les personnes en possession de handicap, donc à mobilité réduite, malentendants, malvoyantes, les personnes âgées.
Le concept d'architecture inclusive se fonde sur à peu près 5 piliers. Le premier pilier, c'est l'accessibilité. Il faut veiller donc à faire en sorte que les bâtiments soient accessibles par les personnes à mobilité réduite, par l'aménagement des rampes, l'aménagement des ascenseurs donc pour permettre d'aller dans des niveaux supérieurs et bien évidemment par l'aménagement des toilettes pour les personnes handicapées. Le deuxième aspect concerne donc la sécurité, en ce sens que en cas de panique, le bâtiment doit être conçu de telle sorte que même les personnes en position de handicap puissent évacuer dans les conditions optimales. L'autre aspect, c'est la signalisation. Dans les bâtiments dits à architecture inclusive, il doit y avoir une signalisation visuelle donc, qui permet à ceux qui n'ont aucun handicap donc, de pouvoir voir et dire voici les issues. La signalisation tactile donc, pour les malvoyants, donc on peut pouvoir toucher avec le langage de Morse. La signalisation audible pour les malvoyants donc, qui peuvent aussi entendre, s'ils ne peuvent pas toucher avec, il n'y a pas la signalisation tactile. L'autre pilier concerne l'ergonomie. Lorsque nous aménageons un espace dans l'architecture dite inclusive, cet espace doit prendre en compte les personnes qui doivent se l'approprier, qui doivent l'utiliser. Par exemple, lorsque vous aménagez des toilettes, on ne peut pas caler à la même hauteur un urinoir qui est destiné pour des enfants qu'un urinoir qui est destiné pour des adultes. Donc ça, c'est la question de l'ergonomie. Et bien évidemment, le dernier aspect qui n'est pas le moindre, c'est la lumière et le son. Dans une architecture dite inclusive, on doit calibrer la lumière de façon à ce qu'elle ne constitue pas une source de nuisance pour la vue. Et on doit calibrer le son de façon à ce qu'il ne constitue pas une source de nuisance donc pour lui. Assez timidement, mais sûrement, puisque les architectes que nous sommes en ont pris conscience et dans leur conception, donc, ils intègrent cela, ne serait-ce que par l'aménagement des rampes d'accès au bâtiment, ne serait-ce que par l'aménagement des toilettes pour les personnes à mobilité réduite. Et pour certains projets d'un certain gabarit, ils prévoient aussi les ascenseurs. Bien évidemment, la signalisation est là et on essaie de faire en sorte aussi que les évacuations soient bien dimensionnées pour permettre l'évacuation des personnes à mobilité réduite. Mais force est de constater que la plupart, malheureusement, des édifices actuels de notre pays ne sont pas aux normes par rapport à cette architecture dite inclusive. Le concept d'architecture inclusive ne se limite pas qu'aux bâtiments publics, ni qu'aux bâtiments recevant du public. Il s'applique aussi aux bâtiments privés, puisque un accident de travail vite arrivé et vous êtes en position de handicap. Donc votre maison doit vous être accessible. Voilà. Donc l'aménagement des rampes ou alors des monte-charges ou des fauteuils donc, spécifiques pour pouvoir aller donc, du rez-de-chaussée à l'étage si vous avez une maison à niveau. Dans tous les cas, en fait, c'est une architecture qui s'applique et pour les édifices publics et pour les édifices privés. Ça s'applique aussi pour les commerces, les supermarchés, bien que ces édifices relèvent du privé, mais qui reçoivent du public. Ça s'applique aussi pour les transports, les transports. Les bus doivent être adaptés de façon à ce que lorsqu'ils s'arrêtent, une personne en fauteuil puisse pouvoir facilement accéder au bus. Donc c'est un concept qui va bien au-delà des bâtiments publics, qui englobe donc tous les espaces architecturés et tous les espaces de la vie de tous les jours. Lorsque vous faites un bâtiment avec le concept de l'architecture inclusive, vous améliorez déjà les conditions de travail des personnes dans ce bâtiment. Donc c'est déjà un plus. Vous permettez à des personnes vulnérables, donc les personnes en position de handicap, les personnes à mobilité réduite, les vieilles personnes, de pouvoir s'approprier l'espace en toute autonomie. Ils n'ont pas besoin forcément qu'on les pousse pour aller d'un bureau à un autre parce qu'il n'y a pas de marches à franchir. Ils ont des WC adaptés à leur utilisation, donc ils n'ont pas à aller faire des acrobaties pour utiliser les WC qui sont faits pour les communs des mortels. Donc cela permet leur épanouissement psychologique et il leur permet donc de participer au bien-être social de l'entreprise, donc de pouvoir travailler en toute autonomie dans l'espace que nous sommes. C'est ça que la situation que nous avons et je pense que c'est un gros apport par rapport donc, au développement.
C'est sur cette explication du concept de l'architecture inclusive que nous arrivons au terme du magazine Archiculture de cette semaine. J'espère que vous l'avez bien suivi et apprécié, chers téléspectateurs. Vous pouvez le révisionner et d'autres numéros sur nos plateformes via les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Prochain rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien.